Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. On va reparler de la canicule, mais d'un point de vue, hier ça a fait le buzz, Sandrine Rousseau sur Sud Radio. Sébastien Lecornu lui a répondu de façon assez véhémente. On va revenir sur ce congé maternité, ce congé de naissance plus précisément, qui risque de changer, d'être allongé. Et puis c'est quoi le problème ? Eh bien, on va revenir sur cette violence débridée d'une partie de la jeunesse, des faits divers avec des jeunes qui paraissent sans limite. On aura en ligne avec nous Maurice Berger, pédopsychiatre, qui alerte depuis déjà de nombreuses années sur cette violence des mineurs et sur ces causes contre lesquelles on n'a pas fait grand-chose. Gilles, vous allez parler de quoi dans votre zapping ? Je vais parler de Poutine. Est-il en train de perdre la guerre ? Car ce n'est plus les Ukrainiens qui lui mettent la pression, mais son propre peuple. Et puis, je vous parlerai du plus grand barbecue vegan, chipolata et merguez vegan. Est-ce que ça vous tente pour votre été ? 0826 300 300. Pas franchement, mais on en verra. Félix Mathieu, c'est quoi le problème ? Bien, le problème, c'est cette violence des jeunes, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, la violence débridée d'une partie de cette jeunesse, expression récemment employée par le ministre de l'Intérieur après l'assassinat de Louis, 17 ans, battu à mort à Narbonne. Oui. Mais il réfute le terme d'ensauvagement. En tout cas, Laurent Nunez réagissait effectivement à cette terrible scène qui a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes en train de porter de violents coups de poing, de pied à Louis, qui est lui prostré au sol dans une cage d'escalier. Un individu accroupi au-dessus de lui, notamment le frappe vraiment violemment au visage. C'était il y a une dizaine de jours à Narbonne. L'ado de 17 ans a été retrouvé inanimé au petit matin. Il a été transporté à l'hôpital où malheureusement il avait succombé à ses blessures. 5 jeunes ont été identifiés puis interpellés. On parle d'un guet-apens. L'un d'eux aurait attiré Louis pour un motif fallacieux. Louis qui a été accueilli depuis mai dans une structure de l'aide sociale à l'enfance de Narbonne. Certains de ces agresseurs d'ailleurs étaient connus aussi des services de l'ASE. L'un d'eux en tout cas entretenait apparemment un différend avec la victime. Louis qui avait déposé plainte en mai pour des faits mettant en cause d'autres jeunes sans lien avec les mises en examen, encore pour d'autres faits donc de violence. Il s'était aussi rendu dans une gendarmerie du Tarn 11 jours seulement avant sa mort pour y dénoncer des faits de violence en Réunion. Et alors, l'affaire a rapidement pris une tournure politique. Oui, de Gabriel Attal qui en a appelé un choc d'autorité, à Marine Le Pen, Jordan Bardella qui sont allés de leurs expressions, barbarie du quotidien, ensauvagement, symbole d'un pays à la dérive, tout en parlant de violence débridée. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, on en parlait, condamne, je le cite, une récupération politique de l'extrême droite parce que des identitaires ont avancé ou bien en tout cas ont suggéré qu'il y aurait un mobile racial dans cette histoire, élément contesté par le parquet. De son côté, l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était invité ce matin sur Sud Radio, estime que la question du langage est au cœur de ces violences. Et on l'écoute, Bruno Le Maire. Oui, il y a des questions d'autorité, évidemment. Oui, l'excuse de minorité doit être revue, évidemment. Oui, il faut une chaîne pénale, j'en ai parlé. Mais si on va plus loin dans le raisonnement, à force d'avoir des enfants qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, discuter entre eux, formuler leurs idées, l'absence de langue les conduit à être violents. Défendre la lecture, relancer la lecture, s'assurer que les gamins à 5 ans, 6 ans, 7 ans ont le nombre de mots de vocabulaire nécessaires pour s'exprimer, qu'ils retrouvent le goût du silence et de la lecture, qu'ils sont coupés des réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent passer 4, 5, 6, 7 heures par jour. Ça, c'est un combat vital. C'est le combat pour la langue française et pour la lecture. En tout cas, quelques jours plus tôt, avant Narbonne, c'est l'incroyable futilité du mobile d'un autre meurtre qui avait consterné cette fois à Rennes. Souvenez-vous, un enfant de 11 ans étranglé par 2 ados qui voulaient cette fois se venger, récupérer du matériel de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros. Maurice Berger, bonjour. Vous êtes médecin, pédopsychiatre. Vous avez publié notamment Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale aux éditions L'Artilleur. Et vous aviez publié chez Duno en 2008, c'est presque 20 ans, Voulons-nous des enfants barbares ? C'est un livre qui, moi, m'avait profondément marqué. Je vous avais reçu à l'époque sur LCI et vous décriviez ce qui est en train de se passer, ce à quoi on est en train d'assister. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin devant finalement ces prédictions, ce que vous aviez vu arriver et qui n'a pas été entendu? Oui, effectivement, c'est totalement anticipable.
Et la situation actuelle, je la décris comme ce que j'appelle une violence en open space. Open space, c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau où les mineurs violents disent « je fais ce que je veux, je le fais où je veux, à l'école, je le fais sur qui je veux, des éducateurs, des soignants. Tout ce qui me gêne dans l'expression de mes souhaits est considéré comme une entrave qu'il faut abattre, c'est-à-dire que le mot obtempérer n'a pas de sens pour ces mineurs. Refus d'obtempérer n'a pas de sens puisqu'ils ne savent pas ce que c'est qu'obtempérer. Donc il faut abattre l'obstacle, le policier. Un contrôle de type de transport est vécu aussi comme une provocation et l'acte commis est immédiatement filmé avec fierté, c'est-à-dire qu'il y a une appartenance au groupe qui fait qu'on est fier de montrer qu'on a tapé très fort et c'est diffusé tout de suite sur le net. Donc avec plus aucune limite. Mais en même temps, oui. Comment on en est arrivé là? Ce que vous décriviez en 2008 dans ce livre, ça fait plus de 40 ans que vous travaillez avec des enfants délinquants, mineurs. Vous avez vu évoluer cette violence, cette désinhibition, ce non-sens, et je crois que c'était dans ce livre-là que vous racontiez cet enfant, je donne souvent cet exemple, qui avait failli tuer un de ses camarades. Vous lui aviez dit pourquoi tu ne l'as pas tué, et il vous avait répondu parce que mon copain m'a retenu par le cou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de vie et de mort. Mais comment on a évolué depuis 40 ans vers cette désinhibition, vers cette négation de l'humain finalement? Eh bien... Je ne vais pas répondre directement à votre question, parce que je l'ai déjà écrit à nombreuses reprises, et je pense que là où nous en sommes, la question, c'est qu'on est au-delà de la parole et qu'on est au-delà de l'éducatif. La seule question qui compte, c'est quelle limite on pose. Et j'avais écrit, vous le savez, que ces mineurs avaient une absence complète d'empathie, c'est-à-dire d'identification à autrui qu'ils peuvent taper. Mais il y a un autre facteur qui est tout aussi important, à savoir qu'ils n'ont aucune capacité d'anticiper les conséquences de leur acte pour eux. C'est-à-dire que quand un meurtrier réalise qu'il va aller en prison, il s'effondre. Ça signifie une atteinte de la pensée absolument colossale. Et ça ne peut... Alors, je donne l'exemple d'un mineur qui vient de faire 4 ans de prison, et je lui dis, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil, ou qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un autre jeune pour qu'il n'ait pas le même parcours? Et il m'a répondu, les paroles, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Ce qu'il faut, c'est des actes forts. Visiter une prison, être sûr que ça va tomber, aller montrer une tombe, etc. Donc nous sommes dans... regardez l'affaire d'Elias. Des paroles, les assassins en ont eu, de la part des éducateurs, de la part des juges, ça n'a servi à rien. Donc nous devons donner aux mineurs les moyens d'anticiper ce qui va leur arriver. Et pour cela, il faut d'abord centrer notre système pénal sur la gravité de l'acte, et non pas sur la personnalité de l'auteur. D'abord, qu'est-ce qui est grave? Et là, je peux vous dire qu'il y a vraiment du travail à faire. Quand je vois des jugements pour des personnes, même des personnes âgées, qui ont une atteinte cérébrale suite à une agression, et les peines ridicules en face, donc on doit centrer sur la gravité. Et telle gravité égale telle peine. Après, il y a à refonder totalement la justice des mineurs. Quand je dis totalement, le risque, c'est le bricolage. C'est-à-dire une mesure par-ci, une mesure par-là. C'est impossible, ça ne marchera pas. Il faut des grands axes. Le premier axe, c'est que la justice a pour fonction de protéger la société. Et dans cette fondation, moi je crois qu'il faut distinguer la délinquance sans atteinte à l'intégrité physique. Et là, pour moi, ce sont des peines de prison avec certitude. C'est-à-dire qu'il faut que ces mineurs puissent anticiper. Et oui, et l'autre chose, c'est la délinquance
non violente. Allez-y, oui. Mais avant Vous d'arriver voulez me questionner? Oui, absolument. Mais avant d'arriver en prison, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'éducation, un souci où la société n'a plus cette dureté dont vous parlez? La justice n'a plus de dureté, mais aujourd'hui, l'enfant est roi. Ça a été un grand mouvement. J'ai vu là avec beaucoup de gens qui réagissaient, vous savez, à Hamza, qui disaient un bon coup de pied au cul, et ça révoltait beaucoup de gens que des gens reviennent à ces anciennes méthodes. Est-ce que finalement on n'a plus d'autorité sur son enfant? C'est vrai que la société, je vais vous dire pourquoi, est moins porteuse d'interdits. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine, peut-être, ou une quarantaine d'années, des parents élevaient leurs enfants avec des valeurs parce qu'elles leur avaient été transmises par leurs propres parents. Et puis, il y a un autre niveau d'interdit, et c'est le niveau d'interdit groupal. C'est-à-dire, j'élève mon enfant parce que je crains le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi que mon enfant est mal élevé. Ça a complètement lâché. Et c'est-à-dire qu'il y a une mentalité de groupe. Oui, mais tous les enfants font ça, etc., etc. Et quand ça a lâché, on s'est rendu compte que beaucoup de parents n'arrivaient à tenir des interdits que parce qu'ils craignaient le regard du groupe. Ouais. Et alors, je vais vous donner un exemple très simple. Là où je travaillais, où je travaille encore dans un autre endroit, il y a une majorité, mais très large, d'éducateurs maghrébins, d'origine maghrébine, et de mineurs d'origine maghrébine, délinquants, violents. Donc, j'ai demandé à ces éducateurs, et pourquoi ils ont été élevés dans les mêmes quartiers que vous, les mêmes conditions de vie, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenus délinquants comme eux? Et la réponse est toujours la même. Tout d'abord, mes parents exigeaient que je rentre directement de l'école à la maison, et ils vérifiaient que mes mémoires ça fait, même des parents illettrés. Deuxièmement, mes parents ne voulaient pas que je leur fasse honte, et ils voulaient avoir un enfant présentable et aimable en société. Et troisième point, ses parents voulaient s'enraciner dans le pays. Donc, il y a eu, c'est vrai, un lâchage collectif. Et le premier lâchage, alors on sera sans doute pas, tout le monde sera sans doute pas d'accord, mais ça a été la loi qui interdit les châtiments corporels. C'est-à-dire que une fessée, que je dis bien tempérée, au moment où un enfant nargue ses parents, et quand on le met en chambre, c'est-à-dire une sorte d'isolement, que ça ne donne aucun effet, et qui détruit tout, etc., il y a des circonstances où c'est la seule butée qui permet, et une seule suffit dans la vie. Alors vous savez, Hamza, refus d'obtempérer à pied, code pénal, 2 ans de prison, 15 000 euros d'amende. Raquette, 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Il ne s'agit pas d'aller aussi loin, mais ça veut simplement dire que pour lui, je pense qu'une courte peine, ça serait quelque chose, alors qu'il n'a pas commis d'atteinte à l'intégrité physique, ça serait quelque chose qui nous bloquerait sérieusement. Et si les parents devaient payer, sans aller aussi loin bien sûr, mais une partie de cette amende, je pense que ça se calmerait. Oui, mais c'est effectivement la société visiblement n'est pas tout à fait prête. On se retrouve dans un instant avec vous, Maurice Berger, pour évoquer ces mineurs et puisque vous préconisez effectivement une révolution pénale et des sanctions directes et adaptées à ces mineurs violents. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec le professeur Maurice Berger, pédopsychiatre. Je rappelle votre dernier livre, Mineurs violents, état... Enfin, je sais pas si c'est le dernier. Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale. C'est le dernier aux éditions L'Artilleur. Nous parlons donc de ces mineurs ultra violents. Pour vous aujourd'hui, il n'est plus qu'effectivement vous avez longuement évoqué les causes. Aujourd'hui, il faut sanctionner et on évoquait l'affaire Hamza. Ce que disait Gilles Gansman, c'est qu'il y a des débats depuis quelques jours à la télévision de gens qui s'écharpent en disant mais c'est un jeune, il faut le laisser faire. Quand on pousse comme il l'a fait une jeune femme dans l'eau sans savoir si elle sait nager, c'est une atteinte à la personne. Alors on a une auditrice qui voulait réagir. Liliana, bonjour. Oui, bonjour. Je suis maman d'un enfant de
enfants, 18 ans, il a 18 ans. Oui. Et depuis, bien sûr qu'il est entré à l'adolescence, on vit avec la peur, comme tout parent, qu'il puisse lui arriver quelque chose. Oui. Et je constate depuis qu'il est tout petit que dans la société, on a un problème des parents. Et je me permets de dire ça puisque j'ai accompagné les enfants de la classe de mon fils tout le temps en sortie et j'ai discuté avec la directrice de l'école, avec les maîtresses d'école. Et dès tout petit, il y a par exemple des parents qui sont convoqués à l'école et ils ne viennent jamais. Ouais. Donc vous vous interrogez sur la responsabilité des parents, ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure, à savoir effectivement ce courant d'enfants rois, à qui, est-ce que disait Maurice Berger tout à l'heure, d'un enfant à qui on ne met pas de barrières ni de contraintes. Exactement. Ouais, Maurice Berger, mais ça, vous dites que c'est déjà presque trop tard. Écoutez, il est intéressant il est intéressant de lire ce qui se fait à Orléans comme mode de prévention dès la petite enfance, dès le début de l'échec scolaire, où c'est quelque chose qui est extrêmement structuré. Et des parents qui se comportent comme ça vont être tout de suite convoqués au Conseil des droits et devoirs des parents qui est dans la ville. Il va être proposé un étayage scolaire et surtout il y a des parents médiateurs. C'est-à-dire que ça se passe de manière horizontale, des parents qui vont aider les autres parents en difficulté. Mais ce que dit madame est tout à fait important. C'est-à-dire que on a de plus en plus de parents qui laissent à l'école la tâche, le devoir de dire non et de poser des interdits. Donc moi je trouve que c'est tout à fait lâche comme position. Ce sont des parents qui renoncent à faire grandir leur enfant. Donc cela complexifie, rend beaucoup plus difficile le travail des enseignants qui passent beaucoup de temps à maintenir l'ordre à l'école au lieu de transmettre du savoir. Je crois que ça doit être contractualisé. J'ai travaillé avec une enseignante du 9-3. C'était tout à fait passionnant. Sa première question, ça a été « Qu'est-ce qu'on dit aux enfants de 3 ans qui mordent les autres ?» Première question, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on leur a appris à la maison? Est-ce qu'on leur a appris un nom structurant? C'est-à-dire, tu ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et de toute évidence, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'il faut littéralement des contrats signés par les parents, à savoir que s'ils n'acceptent pas ce contrat, s'ils ne viennent pas, etc., il faut des systèmes d'exclusion, des systèmes de sanctions, très très vite, des systèmes de retrait des aides sociales diverses, et que on ne doit plus être dans le moindre laxisme, la moindre acceptation de ce genre d'attitude. Ce que j'ai conseillé dans le 9-3, dans l'établissement en question, c'est des contrats précis et signés. Ouais. Mais moi, ce qui ça a fonctionné, pardon, et ça a fonctionné? C'est ce que j'ai préconisé. Oui. Je sais que les enseignants étaient soulagés de cette idée. Je ne sais pas si ça s'est mis en place. Mais oui, Mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est tout ce que vous dites ouais. est logique et on a tous envie que la société évolue aussi bien pour que ces enfants puissent ensuite grandir comme adultes, même s'ils ont fait, on va dire, des bêtises quand ils étaient jeunes, leur donner une autre chance. Mais tout ce que vous dites est totalement impossible. La prison pour mineurs, c'est impossible. Changer les mentalités, je pense pas qu'on reviendra sur les comportements des enfants rois. Tout ça me paraît à la fois intéressant, mais à la fois ubuesque, pas ubuesque, mais à la fois utopique. Oui, utopique. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Moi, j'ai absolument pas ce sentiment. Il y a des grands points. Ça va être l'enjeu de l'élection de 2027. Ce qu'il ne faut pas, ce sont des demi-mesures. Prenons le cas du projet de loi Attal. C'était certes une petite avancée, balayée par le Conseil constitutionnel comme on pouvait s'y avancer, mais regardez, il y avait dedans la comparution immédiate pour les mineurs. On se disait chic, et puis quand on regardait, c'était si le mineur avait plus de 16 ans, s'il était en état de récidive,
s'il avait fait un délit encourant plus de 5 ans de prison et s'il était d'accord pour la comparution immédiate. Si c'est des modifications législatives comme cela, non. Il faut d'abord supprimer totalement la loi Belloubet, qui interdit les incarcérations rapides. Et il faut supprimer un grand tabou, un grand principe, qui est le principe de la récidive. C'est-à-dire qu'il y a en France un droit de premier pillage et premier tabassage pour un mineur. Non. Ce qui compte, c'est la gravité du fait. Et je suis en train dans mon livre, il y a des préconisations. Je sais que ces préconisations seront reprises par certains politiques. Je vais les réécrire de manière différente encore, mais c'est tout à fait réalisable. Je ne suis pas un utopiste. Moi, je suis sur le terrain et je suis vraiment convaincu que nous avons la possibilité de modifier les choses. Alors, je vois à l'instant une dépêche adressée par le ministère de la Justice au parquet confirme que pour les décisions prises à compter de ce mercredi, donc d'aujourd'hui, le maintien d'un mineur renvoyé en cour d'assises sera dépourvu de toute base légale et donc les magistrats vont se retrouver face à un casse-tête juridique. Donc on est... Ça rejoint ma question. On est dans des errements par rapport à la justice aussi, par rapport à la justice des mineurs. Hein. Oui, mais je crois qu'en même temps, les représentants des parquets ont demandé que ça ne soit pas mis à exécution. Oui. Voilà. Je vais vous donner un autre petit exemple, il nous reste peu de temps. Oui. Nous avons actuellement des juges des mineurs, des enfants. Les juges des mineurs ont 2 fonctions. Celle de protéger, c'est la protection contre les maltraitances, les négligences, les agressions sexuelles, et en même temps la fonction pénale. Et on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à tenir les 2 positions, c'est-à-dire protéger d'un côté et d'un autre sanctionner. Donc il faut qu'il y ait 2 sortes de magistrats, et que le pénal mineur soit confié à des magistrats correctionnels d'adultes, avec une spécificité, une spécialisation mineure. Et déjà, ça changera au niveau idéologique. Mais je vous assure, nous avons maintenant les outils de compréhension, l'expérience d'autres pays, les outils de compréhension clinique. La prison, c'est pas la prison pour la prison, c'est une butée dans les actes, la seule butée possible, et c'est le seul moment où un mineur peut réfléchir, c'est-à-dire arrêter d'être dans l'agir et dans l'émotion brute. Nous avons tous les outils pour mettre ça en place. Je ne lâche pas et c'est jouable. Bon, bah écoutez, espérons que vous êtes reçu par les différents ministères, intérieur, justice ou autres, ou pas? Est-ce que vous êtes entendu? Alors, j'ai été 3 fois au ministère de la Justice, vous en rappelez sans doute, en 2008, où on m'a, après le livre en question, où on m'a répondu, il n'y a que 10 adolescents hautement perturbateurs dans les écoles. Mais nous, on en avait sans arrêt. Par contre, c'est vrai qu'il y a une personnalité politique qui m'a reçu plusieurs fois, je le dis clairement, et qui, je pense, a intégré la plus grande partie de ces notions cliniques et judiciaires, c'est Bruno Retailleau, qui lui a pris conscience de ça. Merci beaucoup Maurice Berger, je conseille vraiment la lecture, tous vos livres sont disponibles, Voulons-nous des enfants barbares 2008, mais beaucoup de choses, je pense à notre auditrice, sont dites dans ce livre gratuit, non il n'est pas gratuit, dans ce livre-là, et puis le dernier, État inconsistant, Mineurs violents, État inconsistant pour une révolution pénale aux éditions L'Artilleur. Merci à vous Maurice Berger d'avoir été avec nous ce matin, et j'espère que vous serez entendu. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, à tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.